Écoutez, nous avons eu 2 jours riches qui nous ont montré qu'il y avait un spectre très large d'activités autour des microbiomes. Donc nous avons... Ah oui, non, mais j'ai pas besoin de... Voilà. Donc est prévue une table ronde pour clore, en tout cas, les réflexions et puis tout ce qui a été présenté pendant ces 2 jours. Donc elle a pour intitulé « Aspects réglementaires, juridiques, sociétaux, éthiques et applicatifs ». Nous sommes d'accord que c'est un titre ambitieux. Nous avons quelques intervenants que nous avons choisis avec David Petitot, parce que nous avons ensemble préparé cette table ronde. Donc on va demander à chacun d'entre eux de se présenter brièvement. Nous allons avoir un petit sujet sur les horaires, parce que certains d'entre eux doivent partir assez rapidement. Donc en fait, on commencera par la 3e question. Et puis, on compte sur vous pour être à la fois dans la salle, bref sur vos questions, bref sur vos réponses. L'idée, c'est de soulever un certain nombre de questions et d'identifier quelques priorités pour l'avenir. Donc, je vais demander peut-être à Audrey Bru de se présenter déjà. On va faire dans l'ordre, hein. Audrey en premier. Bonjour, oui, Audrey Bru, donc Société L'Allemand, mais je participe à cette table ronde plutôt au nom de l'association PRI, le Pharmabiotic Research Institute, qui est une association d'académiques et d'industriels qui travaille à essayer de mettre en place des guidelines spécifiques pour les produits qu'on appelle les Life Biotherapeutic Products, donc en fait des produits du microbiome utilisés à visée thérapeutique et qui sont aujourd'hui plutôt dans un flou, on va dire, réglementaire. Voilà. Ensuite, je vais demander à Éric Foissier de se présenter. Bonjour, donc je suis Éric Foissier, professeur en fait de droit pharmaceutique à l'université Paris-Sud. Je dirige une équipe de recherche qui est spécialisée sur le droit et l'économie des produits de santé. Et je suis membre de l'Académie nationale de pharmacie. Je vais demander ensuite à Frédéric Klein, qui est le 3e dans la liste, par ordre alphabétique. Hein, c'est sans... Donc, Frédéric Klein, je travaille à l'Agence du médicament belge et je m'occupe de l'évaluation des vaccins, l'évaluation scientifique, donc pas vraiment le côté réglementaire. Donc je vais essayer quand même de vous apporter les informations nécessaires. Ensuite, Béatrice de Montterra. Oui, bonjour. Donc moi, je suis maître de conférence à l'Université catholique de Lyon et j'ai la particularité d'avoir un double cursus de biologiste et de philosophe. Et j'enseigne la biologie et la bioéthique. Et je travaille aussi au sein de l'ANR Métagénopolis pour la plateforme éthique. Et puis David Petitot, qui s'est déjà présenté, mais tu peux te représenter si tu veux. Oui, alors en 2 mots, donc moi je m'occupe des partenariats microbiote à l'INRA au sein du programme Métagénopolis qui comporte à la fois des plateformes, donc la plateforme dont vous a parlé Béatrice est l'une d'entre elles, et puis une très grosse unité de recherche qui s'appelle Micalis, et puis un certain nombre d'autres équipes à l'INRA qui sont impliquées sur la science du microbiote. Voilà, donc merci à vous tous. Alors nous avons évidemment un petit peu échangé avec chacun des intervenants et au fil des discussions, on a identifié 3 grandes questions et je souhaiterais en fait que l'on démarre par la dernière, à savoir cette vision anthropologique. Donc nous ne sommes pas seulement nous-mêmes. Donc il y a cette échelle en fait holobionte qui maintenant est très prégnante en fait quand on va s'intéresser aux organismes vivants. En écoutant les exposés des uns et des autres, je reprendrai un peu le titre du livre de Marc-André Selos, La jamais seul, mais également, je ne sais pas si vous avez en tête ce film qui s'appelle Avatar, et en fait, on voit en fait tous ces flux d'énergie en fait qui relient tous les êtres vivants les uns aux autres, et au fond, on a l'impression que ces microbiomes, ils font un peu ce chemin pour en fait nous faire réfléchir aux diverses frontières qui délimitent les organismes vivants. Et donc, je voudrais à ce titre en fait, vous posez des questions, donc chacun d'entre vous, on va vous demander d'intervenir sur la notion de frontière par rapport à ce concept d'holobionte, cette frontière du vivant, donc de ces interactions. Et puis après, également un 2e point sur la notion de capital biologique en fait que peut apporter l'information microbiome, notamment chez l'homme et peut-être également aussi chez les animaux. Donc j'aimerais bien qu'on démarre sur cette première question des frontières biologiques que définissent en fait cette notion d'holobionte et comment ça peut redéployer ces notions d'interaction. Alors, qui veut démarrer ? Allez-y, Béatrice. Effectivement, moi je vais plutôt vous parler d'une perspective de philosophie. De philosophie. Je vais me coller.
Oui, mais j'ai pas la voix qui porte, c'est peut-être moi aussi. De philosophie appliquée à la biologie. Donc je vais vous proposer cet éclairage-là. Effectivement, l'idée de frontières, il y en a, on peut la voir de différentes façons. Moi, je vais juste me référer à ce que je connais et ce que j'ai travaillé. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Thomas Pradeux, qui est un philosophe de la biologie, qui en 2010 a soutenu sa thèse « Les limites du soi ». Et en fait, c'était une manière de redéfinir les frontières entre le soi et le non-soi, justement. Et lui, il a travaillé avec des immunologistes et avec des biologistes donc, qui retravaillent cette question de la définition du soi. Et il a apporté un éclairage philosophique. Et la définition de la continuité, c'est de dire qu'on ne peut plus considérer l'organisme humain uniquement délimité par sa peau. Alors, du coup, j'ai entendu beaucoup de choses sur la peau aujourd'hui, c'était intéressant, mais effectivement, même si c'est encore considéré comme une interface ou une barrière, l'idée est de dire que les microbiotes doivent être intégrés dans la notion d'organisme. Et donc, c'est une théorie de la continuité. L'homme plus ce qui le continue, c'est-à-dire ses microbes, ses microbiotes, et aussi une perspective qui, du coup, peut-être change un petit peu la donne sur le rôle que jouent les organes, puisqu'il faut maintenant penser à cet individu étendu. On parle aussi d'une théorie de l'individu étendu. Mais il y a d'autres domaines où ce processus de changement des mentalités, j'ai envie de dire, est en cours. En cancérologie, j'ai lu dernièrement le numéro spécial de la recherche. Vous avez peut-être vu qu'il y a différentes perspectives très prometteuses en cancérologie, dont l'une est justement de rétablir la communication avec les cellules souches cancéreuses. Et il y a effectivement une collègue à moi aussi, philosophe de la biologie, qui s'appelle Lucie Laplane, qui a travaillé à l'Institut Gustave Roussy de la même façon pour montrer qu'il faut parler des relations entre le cancer et l'organisme et que les tissus formeraient une sorte de dialogue. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à après lancer l'idée d'une symbiose, mais en tout cas, l'idée est d'insister sur la communication et les relations. Et donc, dans différents domaines, je m'arrête là, sinon je serai trop longue, des disciplines, ne serait-ce qu'en biologie, on peut voir ce qu'on appelle, en fait, on propose une ontologie relationnelle. Excusez-moi du jargon, c'est simplement pour dire qu'on insiste maintenant sur le fait que quand on est un individu, on est toujours déjà en relation. Et il me semble que depuis 2010 surtout, donc c'est quelque chose qui est mouvant, on assiste à cette vision qui reconnecte les entités entre elles, qui montre le fait qu'on est constitué aussi donc de ces microbiotes et que ça peut être très intéressant pour aussi maintenant passer à d'autres types de frontières, la frontière entre l'individu et son environnement ou son milieu local. J'entends effectivement l'idée de comment définir le milieu local qui nous interpénètre, et puis aussi la continuité entre l'individu humain et les autres êtres vivants, où il y a tous ces transferts de microbes potentiels. Donc voilà, je voulais juste proposer un éclairage de ce type. Éric Foissier, si vous voulez continuer. Vous préparez vos questions, si vous en avez quelques-unes pendant ce temps-là. Alors le point de vue du juriste est plus compliqué parce que le droit justement a tendance à vouloir figer les choses. Le droit est là pour donner des normes et par définition une norme est fixée. Et pour le coup, les échanges de ces 2 jours l'ont bien montré, le microbiote, les microbiotes posent un vrai défi aux juristes. Parce que justement, on a là un milieu très complexe, en interaction permanente, en variabilité permanente, et c'est un vrai défi. Alors, à l'heure actuelle, en termes de définition, de statut, on y viendra après, des produits, le droit actuel, le droit positif actuel est sur des choses assez tranchées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'humain et puis il y a le non-humain, et le microbiote est d'origine humaine, voilà, mais c'est une origine topographique, mais sa nature n'est pas humaine. Et c'est compliqué, effectivement, pour le droit d'appréhender cette notion-là. Lorsqu'on regarde le Code de la santé publique, par exemple, vous voyez, on va vous parler, lorsqu'on va parler de médicaments biologiques ou de produits dérivés du corps humain, de temps en temps, on va vous parler d'éléments du corps humain et de produits issus du corps humain, ou parfois, on va vous parler de produits du corps humain, sans préciser issus du corps humain. Et c'est très difficile de faire rentrer le microbiote d'une façon affirmative dans cette catégorie de produits issus du corps humain, parce que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui existe en droit positif dans ces produits issus du corps humain, ce sont toujours des produits qui sont de nature humaine et pas seulement de topographie humaine. Alors ce qu'on peut quand même dire, c'est que petit à petit,
le juge prend conscience effectivement de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que effectivement l'homme ne se limite pas à ses organes d'origine humaine. Alors, on en a un exemple dans une jurisprudence sur justement la définition du médicament. Vous savez que dans les années 80, la définition française et européenne d'ailleurs, parce qu'elles sont en réalité très très proches, définissait le médicament notamment par sa fonction, et on vous disait que le médicament c'était quelque chose qui modifiait, restaurait ou corrigeait les fonctions organiques de l'homme. Et on a eu des jurisprudences dans les années 80 qui vous disaient donc s'il n'y a pas une modification d'un organe qu'on puisse objectiver, il n'y a pas de médicament. Et puis on s'est aperçu que c'était une vision beaucoup trop restrictive des choses, qu'en réalité il pouvait y avoir effectivement un médicament quand bien même il n'y ait pas de lésion organique, et que donc un médicament pouvait agir quand bien même on ne pouvait pas objectiver quelque chose au niveau des organes. Et ça s'est traduit aujourd'hui dans l'évolution de la définition du médicament, où on vous parle de fonctions physiologiques. Un médicament, c'est quelque chose qui restaure, qui corrige ou qui modifie les fonctions physiologiques de l'organisme. Et assez récemment, au courant des années 2000, la question qui avait été posée au juge, c'était de se dire, est-ce qu'il peut y avoir une modification physiologique d'une fonction physiologique, modification d'une fonction physiologique de l'individu, alors que le produit en cause, dont on s'interroge pour savoir s'il est un médicament, n'agit pas sur les éléments humains, mais agirait sur des hôtes de l'homme. Par exemple, un virus, une bactérie, qui serait hôte. Et la réponse du juge a été oui. Donc on voit bien qu'on a une évolution qui tend à vouloir appréhender cette notion, effectivement, de l'humain ne se limite pas à ce qui est de nature humaine, mais aussi à ce qu'il héberge. Mais c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué, c'est ce qui explique un peu le flou dont on parlait actuellement. Je me souviens, il y a 3-4 ans, enfin il y a 4-5 ans, on s'était beaucoup interrogé sur la nature du transfert de microbiote, et on se heurtait justement à ces difficultés-là. C'est-à-dire que, voilà, on pouvait assez rapidement conclure que c'était un médicament, même s'il y a eu des avis divergents. Aujourd'hui, c'est assez partagé par tout le monde. Par contre, après, quand il fallait le faire rentrer dans une catégorie de médicaments existants, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on se heurtait justement à cette nature non humaine et à une extrême variabilité du microbiote. Alors, qui veut ajouter un commentaire? Audrey, vous commentez? Non, merci pour les rappels. Près le micro. Près. Oui, par rapport au transfert de microbiote, je pense que la meilleure illustration aussi, c'est les divergences, le fait qu'il n'y ait pas d'harmonisation sur quelle réglementation faut-il suivre. Et comme le disait un intervenant ce matin, que dans certains pays, c'est considéré comme un médicament, Canada, États-Unis comme biological drugs, ou encore dans certains pays en Europe qui orientent vers la directive sur les transplantations sur human tissue and cells, qui du coup ferait passer le microbiote pour un organe finalement, enfin qui le ferait tomber sous cette définition-là. Donc c'est pour illustrer le propos. On reviendra dessus sur la question quel statut réglementaire pour les. Donc là, ça serait plus pour essayer d'avoir votre point de vue sur les aspects un petit peu éthiques. Alors, Frédéric. Non, moi, c'était juste pour compléter en disant qu'en général, les agences ont du médicament, quand elles statuent, donc en dehors de la justice, ont souvent une approche pragmatique. Et comme la législation sur la transplantation d'organes est beaucoup moins contraignante, notamment en matière de qualité, il y a des agences qui s'orientent vers cette législation pour des raisons pratiques et économiques. David, un commentaire sur cette vision anthropologique? Alors, je voudrais réagir sur le point du capital biologique. Aujourd'hui, 8 millions d'Américains ont fait le test 23andMe. On voit fleurir, de ce côté-ci et de l'autre côté de l'Atlantique, les bilans du microbiote intestinal qui sont proposés par un certain nombre d'acteurs. Par exemple, si vous allez chez Craig Venture sur la côte ouest, au Human Longevity, vous pouvez faire votre microbiote en shotgun pour $500. On voit ce type de test arriver en Europe, MapMyGut au UK, des sociétés sont en train de se créer en France, en Belgique, au Luxembourg. Et donc peut-être la question qui va se poser en fait prochainement, c'est comment peut-on optimiser son microbiote? Qui serait habilité à donner des conseils aux consommateurs ou au final ou aux patients sur les méthodes de modulation de ce microbiote? Est-ce que ça doit être pris en main par les médecins? On
parlera peut-être du défi de la formation. Est-ce que ça doit être pris en compte par d'autres professionnels de santé? Cette question ne se pose pas encore de manière explicite, mais je pense que, vu ce qui se passe sur le génome, il faut se préparer à la traiter. Oui, ça me paraît d'autant plus important que il y a la notion de donneur. Donc le donneur, il a l'impression d'avoir un microbiote qui est bien, et puis il y a celui qui n'est pas donneur. Alors est-ce que ça va hiérarchiser les individus sur ceux qui sont en capacité de donner? Et donc je me demande dans quelle mesure un jour il n'y aura pas, de même qu'on a les groupes sanguins, avec donc des compatibilités entre donneurs-receveurs, des groupes comme ça d'individus qui sont donneurs, peut-être receveurs, et des compatibilités en termes de greffe là, qui sont, sur lesquelles il faudrait peut-être aussi un petit peu réfléchir. Donc, c'est vrai que c'est cette espèce de capital biologique, avec peut-être un risque associé ou un avantage associé qu'on connaît très petit. Ça, c'est peut-être des choses qui seront à instruire progressivement, parce que de même qu'on va avoir des informations sur son génome de plus en plus, sur son génotype, avec des risques associés, et il faut vivre avec ces risques, sachant que, comme le disent les éthiciens, connaître son déterminisme génétique, c'est pas forcément connaître son destin. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, assez important aussi en termes d'éthique, d'avoir en tête que avoir des connaissances sur son capital biologique ne prédestine pas à un unique destin. Je pense que c'est quelque chose d'assez fort, en fait, auquel il faut réfléchir. Est-ce que vous avez des commentaires dans la salle? Oui? Merci. Oui, effectivement, je pense qu'il y a deux choses dont vous avez commencé à parler. Il y a la réglementation qui, effectivement, n'est pas encore bien arrêtée parce que c'est très nouveau, ce transfert du microbiote. Et comme tu le dis, on ne sait même pas très bien de quoi on parle. Un petit peu comme les premières transfusions sanguines, les gens mouraient parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait des incompatibilités, etc. Donc ça, on peut penser qu'avec l'avancement de la science, les choses vont se régler. Le premier sujet qui était d'un tout autre niveau, qui est la représentation qu'on fait de l'homme quelque part. Est-ce que l'homme se limite à sa peau et l'intérieur c'est à moi et l'extérieur c'est les autres? Là, oui, il y a un réel débat qui ne se limite pas au microbiote, qui se pose aussi pour toute greffe d'organes, l'homme augmenté, l'homme amélioré. On aura bientôt des puces dans le cerveau pour augmenter nos mémoires, nos capacités, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les possibilités scientifiques et techniques vont poser un réel problème philosophique de qu'est-ce qui est l'homme, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est pas moi, etc. Et que j'aime bien votre idée de continuum, c'est qu'effectivement, où est-ce qu'on mettra le curseur? Mais en termes de biologie, il existe le concept de microchimérisme, notamment pour les femmes qui ont en général des cellules de leurs enfants dans différents organes. Même la matière constitutive de l'homme est une matière biologique. C'est l'assemblage d'envie qui a fait notre personne. Mais ce qui nous constitue était purement inorganique, comme un caillou ou un arbre. Alors effectivement, moi ce que je peux proposer, c'est peut-être juste de préciser une piste pour mettre le curseur, effectivement, parce qu'on ne peut pas non plus dire l'humain ne fonctionne en fait pas sans vraiment ces microbiotes, donc il faut élargir cette notion d'individu humain. Ça, oui, tout à fait, puis je m'inscris là-dedans complètement. Dans son fonctionnement, j'aime bien aussi l'idée donc de commencer à vraiment dire le fonctionnement est symbiotique ou relationnel absolument. Mais par contre, l'idée de dire au bout d'un moment il n'y a plus de limites, donc finalement le paysage c'est l'humain, ou comme disait Scott Herbert, nous sommes tous des lichens, c'est pareil, ou des champignons, et nous sommes en réseau, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Donc effectivement on voit bien qu'entre ces deux tensions-là, l'idée c'est de proposer quelque chose. Et effectivement moi je rejoins ce qui a été dit sur le droit, j'ai assisté à une journée de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et sur l'épigénétique, parce que c'est ma discipline de spécialité. Et c'est vrai qu'on avait le même problème avec l'épigénétique, parce qu'il y avait cette différence. Je voudrais juste vous proposer, peut-être ça peut aider, de distinguer identité et identification. Ça nous a aidé lors de cette journée, parce que finalement, on s'est dit l'épigénétique peut permettre de faire une identification d'un être humain, comme le microbiote peut le permettre, mais ce n'est pas quelque chose qui est
qui couvre complètement son identité. C'est trop, d'abord c'est réversible, c'est trop dynamique, plastique. Il y a quelque chose il y a une analogie possible à faire, je trouve, avec le microbiote. En même temps, il y a une robustesse aussi de la méthylation, etc., une stabilité. Donc il y avait des choses, je trouve qu'on peut faire le parallèle, qui disaient oui, c'est à prendre en compte, mais en fait, ça permet d'identifier un processus de construction d'un individu dans le temps et de voir éventuellement le développement de maladies. Évidemment, le déterminisme épigénétique, sa contribution en tout cas dans le développement du cancer est très important. Donc oui, identification et aide au diagnostic dans le sens où ça permet de suivre le processus par lequel l'individu évolue dans le temps. Et là, oui, c'est une réelle aide. Par contre, le mettre sur le même niveau que la génétique pour faire une carte d'identité, là, par contre, le droit a dit stop. Et moi, qui étais là en philo plutôt de la biologie, j'ai dit stop aussi. On était tous à dire stop à cette journée-là. Et c'est pour ça que je voudrais juste témoigner du fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour le microbiote. Autant il y a un feu vert dans la conception, j'ai envie de dire, philosophique et scientifique maintenant, de voir vraiment les choses en relation, en ouverture, en extension de l'individu, autant tout mélanger et dire qu'on peut faire dire à l'épigénétique, au microbiote, des choses vraiment sur l'identité humaine et finalement chambouler totalement cette identité humaine, là non, je pense qu'il faut quand même mettre des barrières. L'humain reste quelque chose de même, de particulièrement différent, et il faut garder cette différence et ne pas tout confondre. Voilà, je ne sais pas si ça peut aider. Ben oui, en fait, je suis votre idée parce que je travaille dans une faculté vétérinaire et donc quelque part il y a la relation entre l'homme et l'animal. Et si on commence à voir l'homme comme un continuum, un holobion, comment allons-nous pouvoir être d'accord avec les phénomènes de domestication, par exemple? Est-ce qu'on peut utiliser l'animal si nous faisons partie du même système? Alors, il y a des conséquences éthiques, je suis d'accord, à cette conception. Moi, je suis en train de les étudier. Et c'est vrai Alors, l'ouverture au fait de dire tout est relation, tous les êtres sont en relation, c'est d'avoir de la difficulté, du coup, à voir les conséquences éthiques que ça va avoir. Alors, il y en a une positive, c'est de dire que si tout est relation, il faut réinstaurer un dialogue et une communication. Et que c'est ça les stratégies à avoir dans tous les domaines d'activité humaine. Et donc, y compris dans la science, faire une science des relations. Alors, une science des relations, ça peut être l'épigénétique, ça peut être le microbiote, l'écologie microbienne. Donc, ça peut être très intéressant intellectuellement de dire maintenant, il faut mettre l'accent sur des relations. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'après, dans l'aspect moral, comment se conduire dans ces relations? Et là, évidemment, ça pose des problèmes éthiques. Et c'est là où je dis qu'il faut encore distinguer l'humain de l'animal, ne serait-ce que pour pouvoir le protéger. C'est-à-dire que sinon, il y a un impérialisme de l'humain qui englobe tout et aussi plus de questions à se poser. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est que les questions éthiques peuvent être très intéressantes dans le fait d'insister sur le mode relationnel et les stratégies de communication à avoir entre les êtres vivants, mais ne doivent pas faire oublier quand même une sorte d'intégrité de l'être vivant, surtout quand il s'agit de sa souffrance. Parce que quand on pose la question de la souffrance, là, c'est plus uniquement une question de relation, il y a aussi un être intègre qui souffre. On doit utiliser l'animal pour y arriver? Oui, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il faut s'occuper de l'individu et pas des relations avec les autres, je voudrais comprendre comment vous voyez la gestation, les relations entre la mère et son embryon, parce qu'il y a tout des tas d'arguments qui montrent qu'il y a une interaction forte. Et là, cet embryon qui va donner naissance à un enfant et toutes les étapes qui précèdent sa naissance, c'est par l'interaction avec sa mère et pas simplement une interaction chimique, enfin, je dirais par des hormones et tout ça, mais psychologique aussi. Et on sait que ça peut avoir des conséquences sur l'enfant et son développement, la façon dont il aura eu une relation et comment on voit tout ça par rapport à votre façon de voir les choses, quoi. Alors, j'ai peut-être été mal comprise. Moi, je dis qu'il faut mettre l'accent sur les relations, justement. Par contre, je dis que autant les relations font partie de notre constitution, donc pour le bébé dans le ventre de sa mère, ça va faire partie de sa constitution. Donc moi, c'est ce que j'appelle l'individuation, la construction de l'individu. Donc oui,
les relations font partie de la construction de l'individu. Par contre, elles ne disent pas toute son identité. C'est la différence que je voudrais faire, c'est que l'enfant reste une identité différente de la mère. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose. Ça va. Non, mais en fait, c'est différent de dire, si vous voulez, c'est là vraiment. Alors, c'est un débat philosophique en fait. Mais si vous voulez, il y a un philosophe qui s'appelle Simondon qui a dit il n'y a plus d'individus. Nous sommes que des processus de construction d'individus. Mais tout au cours de notre vie, à la limite. Donc, vous pouvez poser ça et dire il n'y a plus d'individus. Et donc, le bébé, c'est un individu en construction, en relation symbiotique avec sa mère. Au bout d'un moment, quand même, il se détache d'elle à la naissance, etc. Mais pas tout de suite, peut-être, pour la psychologie et autres. Donc, du coup, il ramasse son microbiote, effectivement, si on peut dire. Donc, on peut dire là aussi, il y a toute une continuité. Par contre, l'idée est de dire, oui, construction de l'individu, processus, mais par contre, il reste quelque chose qu'il faut délimiter, c'est la différence, si vous voulez. Là où il ne faut pas noyer tout complètement les choses, c'est que si vous êtes dans la fusion entre votre enfant et vous, ça a été décrit en plus en psychologie, là pour le coup c'est la pathologie, vous voyez. Donc du coup, il y a bien quelque chose même dans la réaction humaine qui montre que la fusion et la non-séparation de deux êtres quand même avec une identité différente pose problème. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer le fait d'être en construction d'un individu complètement influencé par les relations dont on a parlé, et en même temps garantir le fait qu'il faut avoir une autonomie d'une identité. C'est pas incompatible, c'est les gens qui veulent opposer ça. Il n'y a pas de raison de l'opposer. Donc on a le feu vert pour réfléchir aux relations, il n'y a pas de problème, il suffit juste de mettre les précautions. Alors merci, je dirais juste peut-être pour conclure que cette complexité, en fait, on la rencontre maintenant quand on va construire nos nouveaux programmes de recherche. Parce que sur le fond, on est confronté à ces interactions et à collecter des données qui nous permettent d'essayer de les comprendre, d'essayer de les intégrer pour après identifier soit des leviers d'action, soit des nouvelles connaissances. Et donc cette complexité-là, nous, on essaie de l'intégrer dans des programmes de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est sur le fond un vrai défi, d'arriver à avoir les données qui permettent de comprendre comment tout ça interagit. En tout cas, je vous remercie déjà sur ce premier aspect de la table ronde. Je voudrais maintenant passer au statut réglementaire pour donc ce qui a été appelé microbiome-based products. Donc ça, c'est un terme que David nous a trouvé pour la table ronde, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est tout à fait, produit basé sur des microbiomes. Donc ce que je dirais juste pour introduire, c'est que on a cette impression que les microbiomes, on commence à les caractériser, mais ça reste une forme de boîte noire, et dans certains cas, notamment la transplantation fécale, ça fonctionne. Donc la question, c'est quel statut leur donner, quelle réglementation, comment les utiliser, est-ce qu'il y a des allégations, parce que de temps en temps, il n'y a pas que de la transplantation fécale, mais c'est assez emblématique en fait de ce côté boîte noire qui fonctionne, et même dans des cas de placebo, on arrête les placebos et puis on fait de la transplantation fécale, parce que sinon, c'est pas éthique de ne pas traiter les gens avec le traitement qui fonctionne le mieux. Voilà, donc qui démarre sur les aspects réglementation? Alors, je crois qu'il y a un point qui est très important, et c'est là où je parlais que le microbiote pose un défi aux juristes. C'est, comme ça a été très bien dit, dans un certain nombre de pays, par exemple sur le transfert de microbiote, on est parti sur cette métaphore du transfert, de la transplantation d'organes, transfert de tissus, etc. Pour de mauvaises raisons en réalité, pour des raisons pratiques, comme ça a été d'ailleurs très bien dit. Parce que pour des raisons économiques, parce que pour des raisons scientifiques, on s'est dit, oh là là, si on part sur un statut de médicament, c'est beaucoup plus compliqué, et donc ça risque de freiner, les recherches, les développements, etc. Ça, c'est des mauvaises raisons d'un point de vue juridique. Ce qui est très important, je pense, et ça vaut pour toutes les sciences, la science est toujours en mouvement. Le droit est toujours derrière, parce que le droit vient consacrer des normes par rapport à ce qui existe. Le droit ne postule pas pour l'avenir. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, il est important de ne jamais tordre les notions juridiques, de les pousser parce que ça vous convient mieux. C'est toujours une mauvaise pratique et qui, au final, se retourne souvent sur ceux qui ont voulu faire ça parce qu'ils se sont dit « ça sera plus simple au départ ». Et puis, en fait, ils n'embrassent pas toutes les conséquences. Donc là, sur cette notion de microbiote, de transfert microbiote, pour moi, la question ne se pose même pas. Et quand on a affaire à vraiment des jurys spécialistes un peu de droit de la santé, droit pharmaceutique, la question ne se pose pas.
C'est un médicament et ça ne peut pas être un transfert de tissu au regard des définitions juridiques de ce qu'est un organe, de ce qu'est un tissu. Et d'ailleurs, il vaut mieux d'ailleurs pour des raisons même de sécurité juridique, parce que ceux qui prônent ça, parce qu'ils se disent ça va être plus facile au départ, on va pouvoir mettre ça en place plus facilement, ça ne sera pas un médicament, le régime du transfert effectivement d'organes, etc., c'est plus simple que le médicament. Ils oublient aussi que du coup, ça fait de facto tomber le microbiote dans la notion de produit humain. Si c'est un tissu, c'est un produit humain. Et que du coup, pour les produits humains, il n'existe pas d'exonération pour cause de développement. Donc, de temps en temps, il vaut mieux effectivement voir à long terme quelles sont les conséquences juridiques. Non, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il faut regarder le produit et se dire en cause, et se dire est-ce qu'il répond à telle ou telle définition juridique, et pas quelle définition juridique est la plus favorable. Si vous regardez le transfert de microbiote, il s'agit bien d'une substance ou d'une composition, en l'occurrence c'est une composition, et elle est bien administrée en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques. Et même si effectivement le mode d'action n'est pas encore tout à fait complètement bien éclairci, on perçoit bien qu'effectivement ça agit ou par immunologie, ou par métabolisme, ou par pharmacologie, donc ça répond à la définition du médicament. Une fois qu'on est parti de là, ce qu'il faut se poser après comme question, c'est est-ce qu'il existe des catégories de médicaments aujourd'hui qui permettent d'accueillir le transfert de microbiote? Alors, en fonction de ça, la réponse peut être oui ou non, et en fonction de ça, on peut se dire il est nécessaire d'imaginer une nouvelle catégorie de médicaments. Mais il faut déjà partir de ça. Donc, le transfert de microbiote, pour moi, le microbiote, lorsqu'il est utilisé en tant que dans le cadre d'un transfert pour rétablir effectivement des fonctions physiologiques, on est dans la définition du médicament. Donc, c'est un médicament. Après, on regarde les catégories qui existent, on voit qu'effectivement, il existe des médicaments biologiques dont la nature est effectivement d'être produit par un organisme biologique. On pourrait se dire c'est très bien, ça permet d'accueillir le microbiote, sauf que lorsqu'on regarde la définition de l'article 5121-1, 12e, qui définit le médicament biologique, on se rend compte que le médicament biologique, il est aussi caractérisé par le fait qu'on peut parfaitement caractériser sa substance, parfaitement caractériser son mode d'absorption, et que donc on n'est pas dans le microbiote. Donc on peut se dire que effectivement le microbiote, c'est effectivement sûrement un médicament biologique, mais un médicament biologique sui generis, et donc il faudrait mettre en place effectivement un statut particulier. À l'heure actuelle, le statut de la préparation hospitalière et de la préparation magistrale peut parfaitement accueillir le transfert de microbiote. Et tous les actes de préparation, de prélèvement, de préparation, etc., peuvent sortir du monopole pharmaceutique si on considère qu'il s'agit en fait du traitement d'une matière première. Pour moi, c'est à l'heure actuelle, compte tenu des normes qui existent actuellement, c'est la solution la plus sûre juridiquement et la plus conforme aux normes et où on ne tord pas les normes dans tous les sens. Alors après, la question qui se pose, c'est effectivement, qu'en sera-t-il si on franchit un nouveau pas? Et on voit bien que les recherches portent là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'affranchir du microbiote humain, concevoir effectivement des médicaments, enfin des produits qui soient un peu plus stabilisés effectivement, et là, dans ce cas-là, effectivement, le statut pourra évoluer. Si on peut préparer industriellement, mais la difficulté, c'est que là, le droit ne va pas pouvoir être en avant de la science, il faut que la science avance, et en fonction de ça, on pourra éventuellement faire évoluer les statuts. L'idée, quand vous dites ça, vous parlez de microbiote synthétique, par exemple, dans des bioréacteurs. Audrey, un ajout avant de passer à la Belgique, là, pour voir la Belgique et les animaux. Non, je voulais juste avoir le pendant de la version plutôt santé animale, et puis d'un autre pays. J'allais dire que heureux les législateurs humains qui peuvent faire... Pardon. Heureux les législateurs humains qui peuvent faire évoluer très rapidement la législation. Du côté vétérinaire, on n'a même pas de législation sur les transplantations d'organes et pas de notion de médicaments biologiques. Donc voilà, je pense qu'on risque encore, d'un point de vue réglementaire, de bricoler encore beaucoup avec la législation pour autoriser ou pas ce genre de... Oui, mais étant donné que le statut de l'animal ne cesse d'être, je dirais, questionné par la société civile, ça ne va pas changer un petit peu justement sur
sur une nouvelle réglementation en santé animale? Est-ce que ça pourrait faire évoluer dans ce sens-là? Ou, enfin, je ne sais pas si ça serait mieux ou moins bien qu'il y ait une réglementation supplémentaire, mais... Normalement, les réglementations sont harmonisées pour les définitions au niveau européen. La législation vétérinaire, la nouvelle législation vétérinaire risque de rentrer en vigueur à la fin de l'année. Donc tout est pour l'instant bouclé. Donc s'il faut attendre encore une trentaine d'années pour la nouvelle évolution. Donc voilà. Je n'ai que... Et après, c'est un processus politique, c'est-à-dire qu'il y a un énorme scandale ou une énorme pression politique pour faire évoluer cette législation. Elle peut aussi évoluer très rapidement. Mais pour l'instant, voilà, elle passe en second plan par rapport à la législation humaine. Ça veut dire que ça va simplifier la vie pour l'utilisation éventuellement de protocoles à base de microbiome-based products, si jamais ça se développe chez les animaux. Mais en fait, le problème chez les animaux, c'est la plupart des microbiotes, à mon avis, vont... la transplantation fécale, je la vois mal du côté vétérinaire, donc la plupart, a priori, seront avalés par la bouche, et à ce moment-là, seront-ils des médicaments, des additifs alimentaires ou autres? Ça va être le choix de l'industriel éventuellement de proposer. C'était un peu la réflexion ce matin pour les germes issus de camembert et qui facilitaient ou pas la digestion. Donc la personne a clairement dit qu'il voulait développer un produit médical plutôt qu'un complément alimentaire pour, j'imagine, maximiser le produit. Donc c'est du choix, ça va être du choix de la compagnie qui va proposer, et après il y aura une réaction a priori des agences sur la base d'une juridiction assez floue. Audrey, un complément ? Juste pour compléter, pour aller dans votre sens par rapport à la définition de médicaments, il y a aussi la première partie de la définition qui est la définition par présentation, qui est toute substance ou combinaison de substances qui est présentée, qui est administrée pour prévenir ou traiter une maladie. Point. Donc en fait, même à partir de là, ça peut même suffire, même si on n'a pas élucidé exactement les mécanismes d'action, etc. Et ensuite, juste un petit point par rapport à votre commentaire sur l'absence de réglementation qui peut... En règle générale, l'absence de réglementation, ça simplifie pas la vie. pour le pratiquer. Voilà, ça complique. Non, mais ça c'est très vrai. Moi, c'est un message que je cesse de faire passer à mes étudiants en leur disant arrêtez de vous plaindre que finalement le domaine pharmaceutique ce soit le plus réglementé. En fait, être très réglementé, c'est en fait très bien. Parce qu'en réalité, vous savez où vous avez le droit de mettre les pieds, vous savez où vous n'avez pas le droit de mettre les pieds. Ce qui est terrible, c'est quand vous ne savez pas. Donc là, l'excès de réglementation, quand la réglementation est bien faite, qu'il y ait beaucoup de réglementation, c'est pas un mal. C'est plutôt quand il n'y en a pas que ça pose problème. Mais pour en revenir à ce qui a été dit, moi j'ai été frappé, je vous l'ai dit, je me suis intéressé aux aspects juridiques du microbiote il y a 4-5 ans, quand en fait l'ANSM ne s'était pas encore prononcée. La FDA, à l'époque, ce n'était pas encore prononcé, elle allait le faire, et donner le statut de médicament expérimental, avec en plus pas tout à fait exactement le statut là-bas. J'ai été impressionné parce que je suis retourné, à partir du moment où on m'a invité à cette table ronde, je suis retourné juste comme ça pour aller regarder sur Internet les traces que laissait le microbiote sur Internet. En 3 ans, c'est absolument ahurissant. C'est-à-dire, on voit bien que ça bouge, et on voit bien que du coup, il y a un double intérêt qui s'est manifesté. On voit très bien, enfin, ces 2 jours l'ont montré aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le microbiote présente un intérêt thérapeutique, un intérêt sanitaire, on va dire pour faire très large, et un intérêt commercial. Les deux pouvant se recouper, mais ne se superposant pas obligatoirement. Et donc là, la difficulté qui va venir, mais très rapidement, ça recoupe un peu l'idée de ces tests qui peuvent être déjà faits aux États-Unis. L'idée qui va venir très rapidement, c'est comment faire pour que l'aspect commercial ne dérive pas. Et donc là, du point de vue des produits, ce qui va jouer, c'est effectivement la première définition du médicament. Parce que vous savez que la définition, en fait, est basée sur... C'est pas une vraie définition, la définition juridique du médicament, puisqu'en fait, ce sont 2 définitions. Donc, c'est plus une qualification. Juridiquement, on devrait parler de qualification. C'est une qualification. Et on va qualifier un produit de médicament en fonction de 2 critères. Soit sa présentation, soit sa fonction.
La fonction, ça renvoie pratiquement à ce qu'est réellement scientifiquement un médicament. Et la présentation, ça permet de faire la part des choses. Donc, c'est effectivement toute substance ou composition qui est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Et c'est là que ça va jouer, effectivement, avec, au début, les produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui vont... On sera dans le probiotique, prébiotique, symbiotique, etc., et qui seront, puisque pour l'instant, le microbiote artificiel, on en est encore loin. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, effectivement, ces produits-là, le plus souvent, resteront dans le domaine du bien-être, et ils devront y rester au niveau de la communication. Et ça pourrait être des compléments alimentaires, ça pourrait être des produits cosmétiques, on a parlé de la peau, etc. Et dès qu'on commencera à avoir un discours santé, ça basculera du côté du médicament, du point de vue du juge, pas du point de vue scientifique, ça basculera du côté du médicament, du fait de la définition du médicament par présentation. Et c'est ça qui permettra d'éviter des dérives qu'on sent déjà poindre. J'ai été effaré de voir un certain nombre de choses quand vous rentrez très rapidement, vous rentrez sur Google microbiote, et vous avez certains sites qui m'ont sidéré. On commence effectivement à sentir les sirènes de l'argent. Il y en a qui ont bien senti que là, c'était porteur. Donc, il y a un vrai défi juridique, mais qui ne va pas être si compliqué que ça. Je pense que ça va être assez facile de qualifier les produits dérapants de médicaments. Les autres resteront sagement dans le domaine dans lequel ils doivent rester. Après, toute la difficulté, effectivement, ça va être le transfert microbiote. Je pense réellement que petit à petit, ça commence à se mettre en place. La FDA a penché pour le statut de médicament, la NSM aussi, en Angleterre aussi. Bon, on voit que petit à petit, quand même s'il reste une diversité, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple, et que effectivement, la nature même du microbiote pose problème au droit, interpelle le droit. Enfin, on pourra arriver assez facilement. Ce qui va effectivement... Là où le droit va hésiter à un moment donné, c'est justement si on réussit à progresser d'un point de vue scientifique et qu'on réussit à mettre au point, entre guillemets, des microbiotes artificiels, dont on aura plus la maîtrise dans l'absolu, c'est effectivement ça qu'on souhaiterait, parce qu'on s'affranchit effectivement d'une source naturelle. On a un produit qui est beaucoup plus maîtrisé. Le problème, c'est, alors moi je suis un candidat d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on pourra y arriver? Est-ce que ça marchera? Est-ce qu'on n'aura pas des effets pervers, etc. Ça, c'est les scientifiques qui nous le diront. Mais le problème, ça va être de basculer justement lorsque on fera cette bascule-là vers ces produits-là. À partir de quand on aura des produits qui seront suffisamment robustes pour pouvoir considérer qu'effectivement, on peut préparer à la limite des spécialités, on peut parler de spécialités pharmaceutiques, en tout cas des médicaments industriels. Et c'est le moment de cette bascule-là qui sera sûrement un peu complexe au niveau, qu'il faudra gérer juridiquement. Et à mon avis, le problème demain juridique, il sera là, au moment où il faudra faire cette bascule-là. Mais alors, si on ose une comparaison avec les transfusions sanguines, où on transfère également une population très complexe, il y a des cellules, il y a des protéines, il y a des tas de choses, des prions parfois. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne compare pas ça à la transfusion sanguine. Il y a plusieurs différences quand même. La première, une des différences, c'est effectivement que d'un côté, vous avez quelque chose qui est une nature humaine, qui est produit par le corps humain, et de l'autre, quelque chose qui a été hébergé par le corps humain. Même s'il y a des symbioses, etc. Voilà, mais voilà, on a quelque chose qui est en partie d'origine externe. Et puis surtout, d'un côté, on a quelque chose dont pour l'instant la science a maîtrisé, mais comme vous l'avez dit très bien, au début, elle ne l'a pas maîtrisé. Et donc, il a fallu d'abord qu'il y ait une maîtrise de la science pour après que derrière, on puisse créer les catégories juridiques stables. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, on a des catégories juridiques bien stables pour le statut du sang, pour les statuts des produits dérivés du sang. On est passé par les produits d'abord stables, labiles, etc. Et ça a pu être fait parce que justement, la science est venue éclairer tout ce qu'on pouvait tirer d'une transfusion sanguine. C'est là où je disais que dans un second temps, lorsque la science va progresser sur le microbiote et va pouvoir donner plus d'éclaircissements, le juriste pourra intervenir dans un second temps pour créer éventuellement des sous-catégories, y voir un peu plus clair et pouvoir, comme elle l'a fait pour le sang. Votre exemple est très bon, parce que pour le sang, justement, les choses se sont mises juridiquement en place progressivement. Et c'est lorsqu'on a su isoler, par exemple, des éléments du sang suffisamment stables pour en faire des médicaments préparés à l'avance, qu'on a pu leur donner le statut de médicament. D'autres produits qui sont restés hors du statut de médicament parce que, justement, il
Et je pense qu'on aura exactement la même chose avec le microbiote, si tant est qu'effectivement, les connaissances permettent petit à petit d'individualiser les choses. Mais le cheminement, je pense, se fera de la même façon. Oui, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je dois vous quitter. Je voulais juste faire un petit commentaire, parce qu'on avait travaillé un peu cette comparaison pour préparer la table ronde aussi, sur le fait d'avoir une formule sanguine rendue comme un résultat de laboratoire. Et maintenant, les profilings qui sont proposés sur les sites des labos, en disant on vous fait votre microbiote. Et moi, simplement, j'apporte l'aspect éthique, là, juste avant de partir, je suis désolée, je vous laisserai débattre de la suite, juste pour dire que d'un point de vue éthique, il y a une grosse différence, là, pour le coup. C'est qu'autant on sait délivrer une formule sanguine et certains résultats, parce que voilà, c'est encadré médicalement et qu'il n'y a pas trop de risque à ce que le patient le reçoive comme ça, soit les résultats par Internet, puisque maintenant beaucoup de laboratoires délivrent les résultats sur Internet. Par contre, un des risques qu'on a vu en discutant, et que moi j'ai déjà discuté avec des collègues comme Joël Doré et d'autres, c'est le fait de recevoir un microbiote séquencé, la métagénomique, avec les entérotypes, avec votre entérotype, votre signature. Et comme déjà vous l'avez dit, et si je tombe sur le pas bon, et si je suis dans le groupe qui a plus de risques de développer certaines pathologies, est-ce que je ne vais pas être enclin chez moi à vouloir faire finalement une petite transplantation fécale avec les do-it-yourself protocoles, comme malheureusement ça s'est vu aux États-Unis, et les gros risques quand même que ça comporte pour l'individu. Et là, c'est là où on voit le flou et le non-encadrement encore lié à la prise en compte de ce résultat, et donc il se pose une vraie question des conditions de fiabilité de ces résultats et l'encadrement de leur réception. Pour moi, il y a un problème éthique là que je me permets de soulever, et je suis désolée, je suis obligée de partir. Une remarque, en fait, j'étais presque étonné par la notion que Éric Foissier proposait sur le fait que finalement c'est simple pour un probiotique, pour une culture pure qu'on va utiliser dans un complément alimentaire par exemple. C'est simple, selon vous, pour une transplantation fécale avec un écosystème. J'aime beaucoup entendre ça parce que je suis un écologiste avant tout, et je crois beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui se développer par l'utilisation de l'écosystème comme un moyen de médicaments. Et puis ce serait plus compliqué pour l'intermédiaire, parce que l'intermédiaire, c'est aujourd'hui le modèle économique de la majorité des sociétés qui sont financées à millions de dollars pour développer des produits qui, par exemple, on traite au chloroforme une cellule humaine, il ne reste plus que les spores bactériennes et on utilise ça comme un médicament. Donc du coup, il me semble y avoir un décalage entre cette remarque, cette note du juriste finalement, et la réalité des développements de modèles économiques américains aujourd'hui. Oui, mais votre remarque est très juste. C'est effectivement ces modèles-là qui sont à interroger en termes de leur efficacité et de ce qu'ils apportent réellement. Et c'est pour ça que je disais que c'est sur ces modèles-là que le droit va avoir le plus de mal à opérer au départ. Je dis, pour l'instant, justement, ça sera relativement simple parce que tout va se jouer au niveau des revendications. Et justement, tant que ces modèles-là ne seront pas suffisamment robustes, je ne pense pas que ces boîtes-là prendront le risque juridique d'avoir des revendications qui reviendraient à les faire qualifier de médicaments, etc. La difficulté, c'est justement au moment où on va acquérir cette robustesse, parce qu'on va se retrouver effectivement avec certaines sociétés qui vont jouer le jeu du médicament, de la santé revendiqué, et qui vont aller sur le terrain du médicament, et d'autres qui vont tenter de rester sur un modèle juridique qui va être moins contraignant, etc. C'est à ce moment-là qu'effectivement, il faudra que le juge soit particulièrement éclairé pour rendre ses décisions, parce que effectivement, il y aura un véritable enjeu. Oui, je rejoins votre inquiétude. Hein. Moi, il y aura un moment qu'il va falloir gérer, qui va pas être J'ai juste une question par rapport au juge, parce que sur le fond, il y a juge et expert. Et sur le fond, le juge, il n'est absolument pas expert du domaine, il a tout son arsenal juridique. Et il y a toujours cette espèce de lien entre le juge et l'expert, et puis à la fin, c'est presque l'expert qui devient le juge, parce que le juge ne peut que se fier à l'analyse de l'expert. Enfin, c'est juste que dans les domaines très complexes comme ça, cette limite,
C'est juste, et c'est justement pour ça que je disais qu'il ne faut pas vouloir tordre les notions juridiques. C'est-à-dire quand les notions juridiques sont bien posées, il ne faut pas les déstabiliser. Quand on regarde l'évolution de la définition du médicament sur l'interprétation jurisprudentielle, c'est justement dans les années 80, quand elle s'est construite, quand elle a évolué cette notion jurisprudentielle de médicament, parce qu'en gros, jusqu'aux années 70, on voyait bien ce que c'était qu'un médicament, ce que c'était pas, et finalement, la définition juridique du médicament, ça posait pas beaucoup de problèmes. À l'époque, dans les années 70, vous aviez peut-être 10 affaires dans l'année qui portaient sur la définition juridique du médicament. Aujourd'hui, vous avez au moins une centaine d'affaires en France tous les ans qui est jugée sur la définition du médicament, et vous avez au moins 10 arrêts de cour de cassation qui portent sur la définition du médicament. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement l'interprétation jurisprudentielle qui en avait été faite par le juge communautaire dans un premier temps avait été faite justement pour éviter les controverses scientifiques. Ça veut dire justement, il ne faut pas que les prétoires se transforment en académie de médecine ou de pharmacie, parce que vous aurez toujours des querelles de chapelle, la science est en mouvement, et vous ne pourrez pas avoir une sécurité juridique. Donc ce qu'il faut, c'est avoir justement des normes juridiques qui soient stables, et pour lesquels le juge va pouvoir trancher sans passer par ces querelles d'experts. C'est le point auquel on était arrivé justement sur la définition du médicament dans les années, fin des années 90, à l'orée des années 2000, on est arrivé sur une relative stabilité, et c'est pas un hasard si justement on est un peu reparti en arrière, c'est au moment où il a fallu faire une place juridique pour les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont arrivés, la notion de complément alimentaire, et on se retrouvait tout d'un coup avec des produits pour lesquels il fallait faire une place juridique, et donc on est revenu un peu sur cette définition très large jurisprudentielle de ce qu'était un médicament pour laisser une place au complément alimentaire. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que justement l'évolution sur le microbiote fasse que justement on recule. C'est pour ça que je disais qu'il faut rester sur des notions sûres comme la notion de médicament qui est stable, qui est parfaitement définie, auxquelles répondent tous ces produits-là, le milieu de culture, enfin le microbiote naturel tel qu'il va être prélevé et utilisé aujourd'hui en transfert, et les futurs modèles plus ou moins évolués, on peut effectivement se dire qu'à partir du moment où ils sont utilisés dans un but de rétablissement des fonctions physiologiques, etc., on est dans le domaine du médicament. Et il faut rester à mon sens, il faut rester sur cette ligne-là si on ne veut pas voir apparaître effectivement des dérives et justement devant le juge des querelles de chapelle où le juge finalement sera en gros l'esclave des experts, et ça c'est toujours très mauvais. C'est toujours très mauvais et ça conduit toujours à de l'insécurité juridique. Je pense qu'on est effectivement bien dans cette ligne-là, dès lors qu'on part du principe que c'est un médicament, donc on va faire une phase 1, une phase 2, une phase 3, et on aura des centaines d'individus qui auront été traités et qui vont substantier l'efficacité clinique. Donc je pense qu'on est bien dans ce contexte-là. J'avais une question pour nous emmener un petit peu plus loin. On n'a pas mis dans le titre du colloque, mais on a parlé d'holobionte beaucoup. Et donc on parle de l'homme avec ses microbes ou de l'animal avec ses microbes et de la relation notamment qui relie le microbiote aux paramètres de l'autre qui sont la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydant global et systémique. Et quand on est questionné ou quand on a envie de recommander des choses à la société et donc potentiellement à des jeunes industries qui vont se développer, moi j'invite aujourd'hui beaucoup à concevoir l'homme comme cette interaction et donc à concevoir des produits qui peuvent être alors là sans a priori soit du complément soit du médicament, mais qui vont gérer en même temps, et je l'avais mis dans une de mes présentations, des leviers qui sont le levier microbiote mais aussi le levier perméabilité intestinale, le levier inflammation, le levier stress oxydant, pour faire que 4. Et donc ça va vers des produits nouveaux qui n'existent pas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut inviter les gens à aller plutôt sur du médicament, plutôt sur du complément alimentaire et donc de la législation un petit peu plus floue, j'ai l'impression, ou alors est-ce que c'est pas important finalement et la science avance et on avance dans les propositions thérapeutiques ou suppléments? Je pense que sur ce type de produit-là, vous arriverez sur de la thérapeutique très vite et ça sera des statuts de médicaments très rapidement. D'abord parce que la plupart des substances que vous avez dedans ne seront pas des substances en fait de nature alimentaire, j'imagine, pour jouer sur la perméabilité et tout. Il y aura sûrement un peu moi j'avoue que je ne sais pas ce qu'on rajoute pour jouer sur cette perméabilité, etc.
ça m'étonnerait qu'on reste uniquement dans le domaine alimentaire. Pour être complément alimentaire, il faut être d'abord et avant tout un aliment. Donc je pense que ça sera plutôt sur le terrain du médicament. Bon, on va peut-être... Oui, il y avait une dernière question là-haut. Puis après, très rapidement, on passera à la question 3. Le diagnostic, là, dont... Ça rejoint un petit peu ce que disait Béatrice Montera tout à l'heure, hein, c'est-à-dire comment on va interpréter... Oui, mais ça pourrait tomber, donc ce profiling de microbiome pour détecter telle ou telle maladie ou telle possibilité d'avoir une maladie, ça pourrait rentrer dans la définition d'un dispositif médical de diagnostic in vitro. Tout ce qui sera du domaine du test, etc., pourrait être dans le domaine du dispositif médical. Après, sur les produits eux-mêmes qui pourraient être administrés pour jouer sur le microbiote, etc., influencé, je pense que ça sera compliqué parce que je ne pense pas que ce seront des produits qui pourront revendiquer une action qui sera autre que immunologique, métabolique ou pharmacologique. On pourrait imaginer, effectivement, si on avait quelque chose qui serait de l'ordre uniquement de la physique, pourquoi pas imaginer un statut de dispositif médical de biomatériaux, etc. Mais à mon avis, ça ne sera pas possible parce qu'on ne sera pas sur un mode d'action qui sera celui du dispositif médical. Je pense qu'on rentrera plutôt sur un des 3 modes d'action du médicament. Aujourd'hui, il y a des choses qui ressemblent à des compléments alimentaires, des gélules pour faire maigrir, mais en fait, ce sont des dispositifs médicaux à partir de quand ? Oui, parce que souvent, ils ont un rôle de tapissage et donc ils jouent justement, leur mode d'action est un mode d'action physique. Ça vient tapisser la surface et ça entraîne le fait qu'il n'y a pas d'assimilation et nutriments, etc. C'est la plupart des compléments alimentaires qui jouent sur la minceur, c'est souvent ça. Et donc, ils peuvent revendiquer une action physique. Et là, effectivement, une action physique, ça rentre dans la définition du dispositif médical, puisque le dispositif médical, en gros, c'est n'importe quoi, tout au niveau de la nature, sauf, et qui poursuit des finalités médicales, sauf ce qui agit par métabolisme, immunologie ou pharmacologie, parce que ça, c'est le médicament. Donc, à mon avis, ça sera compliqué. Pour les tests, oui, on sera évidemment dans le dispositif médical, je pense pour la plupart. Après, sur les produits qui seront administrés pour jouer sur le microbiote, ça m'étonnerait qu'on en ait beaucoup qui puissent tenir le statut de dispositif médical. Justement, c'était la parole à David là, qui pouvait en parler. On va y venir, je vais essayer juste de faire une transition par rapport au réglementaire. Moi, ce que je vois quand je discute avec les responsables développement des sociétés de l'agroalimentaire, de la nutrition santé, de la nutrition santé animale, du diagnostic, biologie médicale et encore d'autres secteurs, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de catégories qui existent, qui ont été évoquées ici. En humaine, le complément alimentaire, les denrées destinées à des fins médicales spéciales, les anciennes ADD-FMS, les Food for Specific Medical Purposes pour les anglo-saxons. Il y a les Live Biotherapeutic Products, on est dans le cadre du médicament, Audrey n'a pas eu le temps d'en parler très en détail, ça serait intéressant quand même d'en dire un mot. Et puis, du côté animal, on a entendu parler hier avec nos collègues de la DGCCRF des feed additifs pour lesquels il peut y avoir une allégation Gut Microbiome Stabilizer. Et puis, on n'a pas encore, comme plusieurs de mes collègues l'ont dit, de LBP équivalent en santé animale. Là où moi je perçois dans mes discussions avec ces industriels un manque peut-être, c'est une catégorie qui serait celle des solutions nutritionnelles modulant le microbiote. Parce que les gens de l'agroalimentaire, on l'a bien entendu hier, sont frustrés de ne pas avoir d'allégation microbiote. Est-ce qu'on pourrait imaginer une allégation qui serait en fait mimant de celle qu'on trouve côté animal avec Gut Microbiome Stabilizer? Je ne sais pas si on a le temps d'en discuter. Il faut au moins peut-être parler des LBP. Ça, je pense que c'est important. Oui, j'avais juste une remarque sur les devices dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a quand même un cadre réglementaire qui est en train d'évoluer sur ces produits-là et dont le nouveau règlement précise explicitement que les bactéries vivantes ne pourront pas être intégrées dans cette nouvelle définition. Donc ça va quand même limiter beaucoup les possibilités sur le device concernant les probiotiques.
Alors, est-ce que vous... Oui, rapidement, donc, sur les Live Biotherapeutic Products, donc en fait, c'est parti du constat qu'il n'y avait pas de guide vraiment pour ce type de produits qui sont en fait des bactéries ou levures vivantes, mais avec indication thérapeutique, et qui tombent par définition sous la définition des médicaments biologiques, mais qui n'ont pas une définition, parce qu'après dans les médicaments biologiques, il y a tout un tas de catégories qui sont définies à l'annexe, la directive, etc. Donc qui sont des vaccins, des produits dérivés du sang, des protéines recombinantes, des choses comme ça. Et en fait, les produits à base de micro-organismes vivants ne rentrent pas dans des définitions qui existent. Et donc, on est un peu entre différentes guidelines. On doit se rattacher soit à des guidelines sur des entités chimiques qui ne sont pas du tout adaptées, ou alors sur les entités biologiques, mais qui peuvent des fois avoir des requis très très élevés, parce qu'on est sur des produits de biotechnologie très évolués, alors qu'on parle de probiotiques en fait, mais thérapeutiques. Et donc, c'était le but de l'association, qui réunit donc pas mal d'académiques et d'industriels qui travaillent à essayer d'obtenir des avis scientifiques de l'EMA en faisant des demandes sur des dossiers, des projets particuliers. En fait, c'est une approche collaborative qui permet ensuite de mettre en commun les avis obtenus auprès de l'EMA. Donc, c'est un travail collaboratif dans ce sens. Bon, là, je pense qu'il y a de moins en moins de personnes dans la salle. Ce que je vais juste, on va juste, pour clore, évoquer en fait cette première question qui est donc sur cette diapositive. Donc l'idée, c'est qu'on voit que, en fait, il y a un spectre d'applications, un spectre de connaissances géant en fait qui s'ouvre à nous, avec un potentiel à la fois de connaissances, d'innovation. On sent en même temps que la recherche et l'innovation sont très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que ça donne l'impression que le pas de temps qu'a la recherche classiquement quand il y a un nouveau domaine, ce pas de temps se restreint en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'impatience, beaucoup de promesses. Donc voilà, donc ce qu'on voulait juste évoquer dans cette question-là, c'était donc l'intitulé « Dans quel pas de temps la science microbiote peut-elle apporter des solutions robustes aux besoins terrains non satisfaits ?» Donc il y a derrière cette question, y a-t-il des urgences pour lesquelles sans les apports de ce que peut fournir le microbiome, il y a des domaines sur lesquels on est complètement... il y a des verrous et on n'arrivera pas à avancer. Et puis après, il y a des domaines pour lesquels on a quand même un petit peu le temps. Donc ce qui serait intéressant, c'est, avec vous qui êtes encore là, que vous nous identifiez les priorités et puis peut-être le pas de temps que vous estimez correct ou jouable entre la recherche et puis l'impact applicatif sur le terrain. Pas de temps, je ne sais pas si je vais pouvoir m'avancer. Par contre, j'ai identifié là, à travers de cette discussion, j'ai identifié quand même une priorité qui serait, je trouve qu'il y a quand même un gros manque de caractérisation. Parce qu'en fait, quand on parle de médicaments, on tombe sous le médicament, le transfert de microbiote. Ok, c'est un médicament. Le médicament, il faut quand même le caractériser. C'est quand même c'est des requis très très hauts. Et là aujourd'hui, c'est normal, on apprend et c'est en évolution, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on donne. Et je pense que ça va être je vois ça comme un gros écueil. Enfin, disons, il y a du travail sur ce point-là pour évoluer dans le sens médicament et donc dans la réglementation qui existe. La difficulté avec le microbiote, c'est qu'en fait, il heurte deux exigences, pourtant qui sont les exigences de base en pharmacie, lorsqu'on parle notamment de médicaments. C'est l'exigence de maîtrise des composants, maîtrise de ce qu'on donne, de la composition, de sa stabilité et de sa reproductibilité. Et là, avec le microbiote, c'est un vrai défi. Et aussi la maîtrise du mode d'action, de ce qui se passe réellement, comment ça fonctionne, etc. Et sur laquelle se trouve la base évidence médecine. Hein. Et là, effectivement, ça heurte ça. Donc le défi... Alors, moi, je suis un peu le candide, même si c'est pareil, j'ai une double formation. Je suis docteur en pharmacie, docteur en droit, mais le droit a pris un peu plus le pas sur la pharmacie et je me sers de moins en moins de mes connaissances pharmaceutiques. Donc ça devient compliqué pour moi, donc je ne donnerai pas un pas de temps. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, le microbiote, c'est un vrai beau sujet parce que justement, il se situe dans ce que je pense on souhaiterait que soit la médecine de demain. C'est-à-dire qu'il y a c'est plein de promesses sur ce qu'on pourrait faire en étant effectivement beaucoup plus préventif, beaucoup moins agressif, etc. et en solutionnant quand même pas mal de choses.
Et du coup, ça fait penser, j'enseigne l'histoire de la pharmacie à la faculté, je suis responsable du musée d'histoire de la pharmacie, et du coup ça me renvoie à l'histoire. Alors plutôt que de faire un pas de temps vers le futur, puisque j'ai pas de boule de cristal, ça renvoie à une phrase que disait Racès, qui est un des grands médecins persans, et puis savant, et c'est pas juste médecin. Et il avait cette phrase qui est très juste, il disait « Si tu peux soigner avec un médicament simple, ne soigne pas avec un médicament complexe. Si tu peux soigner avec un aliment, ne soigne pas avec un médicament. » Et donc là, tout l'enjeu, ça va être effectivement de savoir comment on va pouvoir graduer les choses dans ce qu'on va pouvoir tirer du microbiote. On aura certainement effectivement des produits qui seront là, effectivement, qui seront des choses intermédiaires, qui vont permettre, qui resteront probablement du domaine de l'alimentaire, mais qui permettront de réguler, voilà, et qui seront plutôt dans la prévention, etc., mais très en amont. Et puis, on aura des produits qui seront des médicaments et éventuellement des médicaments assez complexes, au bout du compte. Et toute la question, c'est effectivement comment la science va pouvoir, et comment on va progresser dans les années à venir pour pouvoir bien définir ces différents stades et pour rebrancher du coup sur le droit, qui est mon principal souci. Après, une fois que ce travail sera fait, ça sera relativement simple pour le droit de caler les choses. Et effectivement, il faudra peut-être inventer juste un statut intermédiaire qui, à l'heure actuelle, n'existe pas. Si on a ce statut intermédiaire de produit, les deux autres, on les a, médicaments, compléments alimentaires. Et donc, voilà, l'important, là, je pense, pour demain, après-demain, c'est qu'il faut effectivement qu'on progresse pour pouvoir parfaitement distinguer à quel niveau on se situe. Est-ce qu'on est dans l'aliment? Est-ce qu'on est dans le médicament simple? Est-ce qu'on est dans le médicament complexe? Puis ça va vers la médecine personnalisée aussi, mais qu'on aura aussi sur l'agriculture de précision. Et je trouve que c'est important de mettre en regard la médecine personnalisée comme tout ce qui est agriculture, enfin élevage de précision. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en regard, parce que le type de questionnement, même si les objectifs finaux sont différents, le type de questionnement, le type de données auxquelles on a accès sont au final assez proches. Donc ça, c'est important d'avoir ça en regard. David, est-ce que tu vas avoir le mot de la fin sur les priorités? Oui, voilà. Alors, sur les marchés, monsieur est parti, mais pour ceux qui sont restés avec nous, en fait, il y a un papier qui est sorti dans Thérapie l'an passé, d'un groupe académique industriel piloté en particulier par Joël, qui en fait liste un certain nombre des applications de la science du microbiote avec des éléments sur dans quel pas de temps est-ce qu'il va y avoir la translation vers la société. Alors, c'est vrai comme tu disais, Claire, on est dans une situation un peu inédite parce qu'on voit, je crois que c'est la première fois dans l'histoire des sciences, des publics qui sortent dans Nature, Science ou New England Journal of Medicine, et on retrouve finalement ces papiers relatés dans des médias à grande diffusion quasiment simultanément. Je crois que et ça s'accélère. Donc je crois que c'est jamais arrivé. Donc il y a effectivement un besoin d'avoir le sujet appréhendé par les citoyens et par les professionnels de santé. Alors, Marc-André n'est plus là, mais Marc-André a largement contribué à ce que dans les manuels de nos enfants collégiens, il y ait quand même, à l'heure où on parle, j'ai vérifié, des chapitres assez substantiels sur le microbiote, pas que intestinal. Sur la formation des médecins, là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en nutrition et il y a aussi beaucoup à faire en termes de communication sur la science du microbiote. Donc ça, je pense que ça doit vraiment être une priorité dans les années à venir. Alors ensuite, je pense qu'un sujet qui est fréquemment revenu dans ces 2 jours, c'est sur quel marqueur microbiote des non-microbioticiens peuvent s'appuyer. Le réglementaire, les industriels qui développent des produits. Donc on doit avancer là-dessus. On doit trouver le bon forum pour faire ça. Est-ce que c'est les académies, des sociétés savantes, des organisations comme l'ISAP? Il faut qu'on avance là-dessus. Et puis, alors, comme on a peu parlé de marché et d'économie, je voudrais donner l'exemple que donnait aussi Béatrice sur le cancer. Dans les immunothérapies du cancer, qui coûtent vraiment très cher à la société et cher aux patients aussi en termes d'effets secondaires gastro-intestinaux, il y a un certain nombre d'études publiées de ce côté-ci et de l'autre côté de l'Atlantique qui laissent penser que le microbiote joue un rôle important dans la réponse
à ces immunothérapies. Et le fait de développer des probiotiques compagnons, on pourrait les appeler des oncobiotiques, permettrait peut-être de minimiser ces effets secondaires ou d'optimiser les taux de réponse. Comme on parle de thérapie qui coûte, je n'ai pas les chiffres exacts, mais de l'ordre de 10 000 euros par mois par patient, quand on sait qu'il y a 30-50% des patients qui ne répondent pas ou sont de mauvais répondeurs, ça serait bien pour le patient et ça serait aussi bien pour les systèmes de santé. Merci bien. Bah, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Daniel, vous voulez peut-être conclure La seule chose que je voulais vous dire, c'est que demain, on va vous envoyer d'abord les remerciements avec un petit questionnaire qui sera très facile à répondre et qu'on communiquera bien entendu à Joël et ses équipes pour vous demander si on a oublié des points, s'il faut une suite et ce qui vous intéresse par rapport à ce que vous avez entendu. Voilà. Les critiques, comme les bons points, sont acceptés, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc on est à votre disposition pour la suite, pour aider les scientifiques et aider les industriels ensemble, s'ils peuvent créer des synergies. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Merci à tous.